Amis guitaristes, bonjour et bienvenue dans l'atelier de Tempco. Pour faire suite à ma dernière vidéo sur les différents types de fuzz, je vous propose d'explorer aujourd'hui le type de fuzz vintage qui me plaît le plus, c'est-à-dire les Tonebender. Et je dis bien les Tonebender parce qu'il n'y en a pas eu qu'une seule. Comme pour les Big Muff, la Tonebender a vécu plusieurs variantes, et même si on a des noms plus créatifs pour les Big Muff, on parlera ici de Mark ou MK en français, et ça variera de 1 à 3 avec une version spéciale, la 1.5. On va explorer tout ça, je vais vous refaire l'histoire de cette pédale absolument mythique et qui a été indissociable de la British Invasion. D'ailleurs, tous mes groupes préférés l'ont utilisé, c'est pas pour rien. Retour dans le temps. En 1962. Bon alors, vous savez déjà qu'il y a eu la Maestro FZ1 si vous avez suivi mes dernières vidéos. Mais en 1965, un certain Vic Flick, guitariste session anglais, rentre dans le magasin Musical Exchange de Larry McCarry où se trouve un certain Gary Hurst, ingénieur et technicien en réparation d'ampli, qui a été placé après avoir bossé pour Vox. Alors en fait, plus précisément, il connaissait Thomas Jennings, le fondateur, l'un des deux fondateurs de Vox, pardon, c'est pas le fondateur, c'est l'un des deux fondateurs, et celui-ci lui a proposé de travailler sur les orgues de la marque italienne Elka. Vic Flick donc débarque avec une Maestro Fuzztone et se plaint à Gary Hurst qu'il n'a pas assez de sustain sur sa pédale. Autrement dit, les notes qu'il joue ne sont pas suffisamment tenues. Il n'y a pas assez ce grain lisse qu'il aurait aimé avoir, et il perd en fait la note quasiment tout de suite après l'avoir joué. C'est pas très pratique. Donc ça, vous pouvez entendre dans Satisfaction de Rolling Stones, c'est l'effet que ça donne, un son très saccadé, très net, très sec. À la place de lui modifier sa pédale, il lui entend en fait une de son invention, la Tonebender. Les tout premiers modèles étaient en bois et ensuite étaient en tôle pliée puis peint. Que l'anecdote soit vraie ou fausse par rapport à Vic Flick, dans tous les cas, c'est un succès immédiat et tout le monde se jette sur la Tonebender. Elle sera utilisée notamment par les Beatles, les Yardbirds et les Animals, rien que ça. C'est le son de fuzz à l'anglaise. Et c'est pas pour rien qu'elles sont assez rares et assez difficiles à reproduire, c'est qu'il faut impérativement des transistors au germanium. Ce type de transistor est super instable à la température, assez compliqué à manipuler et il faut passer beaucoup de temps à aller les trier. C'est-à-dire qu'on va prendre plein de transistors et on va essayer de trouver des sets, en l'occurrence de 3 transistors, parce que la Tonebender version 1 utilise 3 transistors. Il y a assez peu d'homogénéité d'une pédale à une autre, du coup elles peuvent avoir vraiment des timbres très différents à cause de ces transistors qui réagissent et saturent de manière complètement différente. La plupart des transistors vont avoir beaucoup trop de souffle, ou vont carrément osciller, ou capter la radio. C'est pas très facile de les trier et de sélectionner pile les sets qui vont avec. Donc c'est assez long et compliqué de choisir quel transistor utiliser. C'est ce qu'on faisait à l'époque parce qu'on avait que ça, pas trop le choix. Le son est lourd, gras, avec beaucoup de sustain et une saturation qui est caractéristique. Vraiment un truc unique et très reconnaissable. C'est ce qui va avec les transistors au germanium, c'est que c'est assez compliqué de reproduire leur fonctionnement ailleurs qu'en utilisant du germanium. Il existe quand même une version hybride qui utilise des transistors au germanium et au silicium, donc ceux qui viendront juste après et qui eux n'auront pas tous ces problèmes de stabilité, qui sont beaucoup plus reproductibles. Cette version, c'est la Zonk Machine, inventée par John Hornby Skews, et qui fonctionnera aussi pas trop mal, mine de rien, alors que c'est en vrai une copie de la Tonebender. On se copiait déjà en boucle à l'époque, ça n'a pas changé. Tout au long de la vidéo, je vais vous faire écouter ces exemples, non pas avec des originales parce qu'elles coûtent un bras et que j'ai pas vraiment les moyens de m'en procurer, mais avec la Allbender. Donc ça, c'est la pédale que moi je commercialise, et étant fan des Tonebender, je voulais juste toutes les avoir. Donc je suis parti d'une version au germanium. Donc j'ai fabriqué vraiment une Allbender au germanium avec 4 variantes à l'intérieur, les 4 qu'on va explorer aujourd'hui, et j'ai ensuite converti cette pédale à l'oreille avec un son le plus proche possible de ce que j'avais et de ce qui moi me plaisait, avec des transistors au silicium. Pour la version 1, j'ai un son qui est quand même vachement plus acide et c'est volontaire. Il y a beaucoup moins de graves que dans l'original. Pourquoi ? Tout simplement parce que je voulais avoir ce côté préamp cassé comme une vieille console, typique notamment des Beatles qui est clairement mon groupe favori. Je vous laisse écouter ce que ça donne tout de suite. Alors même qu'en 1965, la Tonebender Mark I est commercialisée,
on retrouve des traces de la version, on va dire, secrète, la 1.5. En fait, elle a été appelée comme ça parce que seulement très peu d'exemplaires ont été produits. C'est une version de transition entre la 1 et la 2. À l'origine, on n'en connaissait que 3, la 1, la 2 et la 3. Bon, bah, jusqu'ici, on les a appelés rétrospectivement comme ça. Et lorsque des gens ont dit, ben non, moi j'ai une version 2 qui est pas pareille, qui n'a que 2 transistors au lieu de 3, et ben en fait, ils ont intercalé une version entre 1 et 2 et l'ont appelée logiquement la marque 1.5, donc 1,5, entre le 1 et le 2. Cette version de transition, elle a vraiment pas duré longtemps, et en fait le circuit c'est exactement le même que ce qui deviendra après la fuzz face. On sait pas trop pourquoi ni comment, mais il faut croire que Dallas Arbiter a globalement piqué le circuit de la Tone Bender 1.5 pour en faire la fuzz face, qui a eu tous ses dérivés dans son coin de son côté. Donc c'est aussi un son typé Tone Bender, mais pas fabriqué par en fait par Solar Sound, donc la marque d'origine des Tone Bender. Le son est beaucoup plus rugueux et propre, il n'utilise que 2 transistors. Donc on a un sustain qui est assez particulier. Pour avoir du sustain, en fait, on va devoir mettre le gain à fond, et là on va vraiment avoir notre sustain à donf. Si on baisse le gain, on aura un son crade, typique des fuzz, mais avec beaucoup moins de gain. Et je pense que c'est pour ça que Gary Hurst a créé ensuite la version 2 très rapidement, parce qu'il s'est rendu compte que la version 1,5, c'est sympa, mais il n'y a pas assez de gain globalement pour vraiment avoir le son de fuzz avec du sustain qui était recherché dans la Tone Bender originale. C'est aussi la seule à avoir cette caractéristique qui pour moi détermine ce qui fait une bonne fuzz d'une excellente fuzz, la capacité de clean au volume de la guitare. Donc ça, c'est un truc que je vais vous faire écouter juste après. En baissant le volume de la guitare, la fuzz face et la Tone Bender 1.5 ont la capacité de récupérer un son clair, ou plutôt crunch, on va dire, parce que c'est jamais vraiment un son très clair. En tout cas, vous récupérez un son qui a beaucoup moins de fuzz et beaucoup moins de distorsion qu'à l'original lorsque vous avez le volume de la guitare à fond. Et si vous mettez un buffer entre votre guitare et votre fuzz, vous perdez cet effet-là. Vous êtes obligé de l'avoir en direct juste après votre guitare, sinon ça ne fonctionnera pas. Ce son si particulier, c'est ce qui s'appelle le clean-up tout simplement, et c'est la seule Tone Bender à avoir cet aspect-là. La 1, la 2 et la 3 ne clean pas au volume. Lorsqu'on a des originales, c'est impossible au volume de la guitare de récupérer un son clair propre lorsqu'on le baisse. Qui de mieux pour parler de la 1.5 et donc de la fuzz face que Jimi Hendrix, qui poussait ses amplis Marshall avec et collait une Yoni Vibe à ses fesses pour donner un son d'effet Leslie un peu bizarre, comme s'il jouait de l'orgue en fait avec sa guitare. On écoute ça tout de suite. En 1966, la 1.5 laisse place du coup à la version Mark II Professional, qui est appelée comme ça, je sais pas pourquoi en fait, mais en tout cas ils ont appelé ça Professional, j'imagine que ça vendait mieux au niveau du marketing. En fait c'est là où on aura véritablement l'explosion de la Tone Bender un petit peu partout, et où la marque Solar Sound va en fait fabriquer de la Tone Bender en boucle. On va retrouver du coup des Tone Bender chez Vox, chez LK, mais aussi chez Marshall, tout simplement, avec la Super Fuzz, qui est vraiment une Tone Bender dans un boîtier différent. C'est exactement le même circuit que la 1.5, sauf que on rajoute avant un troisième transistor qui vient booster les deux autres. Autant vous dire que niveau gain, bruit et saturation, on est quand même pas mal, quoi. Donc c'est une version qui a beaucoup plus de gain que les deux premières et qui a un son bien plus lisse et typiquement très vocal. Il est vraiment centré dans les médiums, il a un timbre très particulier qu'on retrouve dans aucune des autres Tone Bender. Et c'est certainement ce qui a plu à Jimmy Page, qui possédait déjà une Mark I et qui utilisait tout le reste de sa carrière et sur quasiment tous les albums de Led Zeppelin, la Mark II, juste parce que c'était le son que lui voulait obtenir.
C'est la version qui a été la plus démocratisée, et on comprend pourquoi, hein, forcément, avec des stars qui commencent à utiliser la Tone Bender à fond un petit peu partout, bah forcément, la pédale se démocratise de plus en plus, et la marque, du coup, fabrique chez d'autres marques, ou pour d'autres marques, c'est ce qu'on appelle de l'OEM, Original Equipment Manufacturer, donc en gros, ils fabriquent, hein, pour d'autres marques, leurs produits estampillés avec les marques qui l'ont contracté. C'est un peu comme si moi, par exemple, je sais pas, j'allais voir Electro Harmonix et que je leur disais, ouais les gars, je peux vous fabriquer des produits, on met le logo Electro Harmonix dessus. Assez peu de chances qu'ils acceptent quand même. À la fin des années 60, la Tone Bender est vraiment bien implantée en Angleterre et a commencé à se diffuser un petit peu partout. Et c'est là que va apparaître la troisième version, la Mark III, qui rajoute un contrôle de tonalité. Alors c'est assez drôle parce que le circuit est complètement différent des trois premières. C'est plus du tout la même structure, les transistors au début sont en germanium et sur la fin en fait de la vie de la marque Solar Sound passe au silicium avec un son du coup beaucoup plus agressif et beaucoup plus stable d'une pédale à une autre. Forcément à cette époque-là les technologies ont vraiment évolué et les transistors au silicium sont enfin démocratisés, c'est assez facile et peu cher de s'en procurer. Gros avantage, c'est plus nécessaire de trier les transistors, en gros ça va marcher direct quoi. C'est la version qui a le plus de gains des 4 Tone Bender et c'est du coup celle qui a aussi le plus de bruit, on va pas se mentir, et c'est aussi la seule à avoir un bouton de tonalité. Alors la tonalité est marrante parce qu'elle marche à l'envers de ce ton dont on a l'habitude. On pense que c'est parce que en mettant treble à gauche et bass à droite, ça fait TB pour Tone Bender. Du coup c'est un peu un jeu de mots qui rappelle la marque de la pédale. On sait de sources sûres que Paul McCartney et Jimi Hendrix l'ont utilisée et qu'elle est passée un petit peu entre les mains de David Gilmour, même s'il est très vite passé chez la Big Muff en fait d'Electro Harmonix qui était le concurrent né à la même époque, cette fois-ci conçu de l'autre côté de l'Atlantique. Elle va vraiment avoir un grain plus particulier et au contraire, plutôt que d'avoir un son vocal et très médium comme la Mark II, va avoir un son plus creusé dans les médiums, du coup plus proche de la Big Muff. En fait, elles sont un petit peu en concurrence. Je vous fais écouter tout de suite ce que ça donne. On a retracé ainsi l'histoire des Tone Bender originales, les 4 versions principales. La version 1, plus proche d'un préamp de console dégueu, la 1.5 version de transition qui donnera la fuzz face, la 2 qui est la plus vocale et avec le son le plus médium et le plus chaleureux, la 3 avec le son le plus agressif et le plus moderne on va dire. Ces 4 versions-là, en fait, elles sont restées dans un temps très très court sur le marché, vraiment des années 65 à la fin des années 60, début des années 70. Donc en gros, vers 1975, on voit disparaître cette marque-là et les Tone Bender tombent un petit peu en désuétude. Il y a d'autres marques qui prennent un peu le devant de la scène, donc Electro Harmonix on en a parlé, mais aussi DoD et MXR aux États-Unis et en Angleterre, c'est un peu le bazar, il n'y a pas non plus de marque très cadrée qui va apparaître sur leur marché. Un peu plus tard, on a Boss qui arrive sur le terrain et là c'est fini, on a une véritable mondialisation de la pédale d'effet, il y a des pédales créées dans à peu près tous les pays du monde et surtout qui s'échangent entre tous les pays du monde. Donc vraiment, on va retrouver des pédales en France, en Allemagne, même s'il y avait des fabricants locaux, on va retrouver des pédales des États-Unis ou du Japon. De nos jours, vous le savez, il y a des tonnes et des tonnes de copies un petit peu dans tous les sens. Mais comment faire si vous voulez vraiment vous procurer une Tone Bender qui a ce son si mythique et vraiment difficile à reproduire des années 60? Il n'y a pas 36 solutions. On a bien eu la Supa Tone Bender dans les années 70 puis dans les années 90 qui reprend exactement le même circuit qu'une Big Muff Ram's Head. Alors je sais pas pourquoi du coup ils ont appelé ça Tone Bender, mais j'imagine qu'ils ont voulu repiquer le schéma d'Electro Harmonix de façon
façon à eux aussi avoir leur part du gâteau à ce moment-là. On a aussi dans les années 90 une version de la Tone Bender qui utilise un circuit d'amplificateur opérationnel, donc il y a vraiment une petite puce à l'intérieur et ça n'a absolument plus rien à voir avec les circuits de fuzz d'origine. On a un son qui est beaucoup plus proche de l'overdrive ou de la distorsion. Vous avez donc plus beaucoup de choix. Soit vous reprenez une originale, et là va falloir commencer à vendre des organes parce qu'à 2000 balles sur Reverb, ça pique. Vous pouvez aussi en acheter toujours chez Macaris, donc ça c'est le magasin d'origine qui existe encore. Il est plus à Londres, ils ont déménagé il y a récemment, je crois qu'il y a 2-3 ans ils ont déménagé. Mais ils fabriquent toujours avec d'autres fabricants anglais connus. Ils s'arrangent pour continuer à fabriquer des pédales Tone Bender et pas que, ils ont aussi des trémolos de chez eux. Donc en fait c'est les pédales de chez Solasound ou Color Sound comme vous voulez qui sont encore fabriqués. Il y a par exemple l'Overdriver de chez, ou le Power Booster de chez eux qui a été popularisé par Gilmour notamment, qui est reproduit régulièrement. Ils en fabriquent à des quantités très limitées. Donc forcément ça coûte cher et en plus depuis le Brexit il y a les frais de douane et tout, ça commence à faire pareil, un petit budget. On va retrouver des pédales où facilement on table dans les 550, 600 € si on veut se procurer une originale, entre guillemets, toujours fabriquée par la même marque, mais moderne, donc contemporaine en fait. Vous pouvez toujours aller chez British Pedal Company aussi, mais moi personnellement je vais pas du tout recommander la marque, parce que j'en ai eu en SAV entre les mains, j'ai vu la tête des soudures, et franchement je me verrais pas payer ce prix-là pour un travail de stagiaire, et puis même si vous en avez une et vous êtes très content, tant mieux, hein, franchement, faites ce que vous voulez, je ne critique pas ça, je suis content que vous ayez trouvé le son qui vous plaise, au contraire, mais quand je vois un petit peu ce qui se cache derrière la marque British Pedal Company et l'histoire du patron qui a quand même été condamné pour recel de guitare volée, hein, donc c'est pas non plus fou, j'ai pas spécialement envie d'aller financer cette marque-là, si vous voulez. Surtout qu'ils ont récupéré le nom de Dumble et ils placardent Dumble, pareil pour Tone Bender, hein, ils foutent Tone Bender dessus, ils s'en foutent total, alors qu'en fait les marques sont déposées en Angleterre et qu'ils ont absolument pas le droit de faire ça. Pour ma part, vous l'aurez entendu et vu pendant cette vidéo, j'ai décidé de fabriquer les 4 versions dans une seule pédale, que j'ai appelée la All Bender pour des raisons évidentes. Elles y sont toutes. Alors déjà, c'est parce que je suis un gros nerd et que j'adore avoir toutes les pédales, ça vous l'entendrez sur Palf aussi, mais surtout parce que je voulais proposer une version intégralement au silicium avec le son le plus proche possible de ce qu'il y avait au germanium. Donc je me suis embêté à reproduire chaque circuit et à les tuner à l'oreille pour que ce soit exactement le son que moi je voulais amener dans cet univers déjà chargé de Tone Bender, donc les sons les plus lisses. Et j'en ai profité, tant qu'à faire, j'ai travaillé tous les circuits pour qu'ils puissent tous clean up au volume, alors que à l'origine, seule la Fuzz Face, donc la version 1.5 en est vraiment capable. Ici, maintenant, vous avez l'option de toujours clean up au volume, quel que soit le choix du circuit. Vous avez la molette, hein, que vous avez remarqué, ça change la couleur de la loupiote, ça change aussi le circuit de gain sur lequel vous vous trouvez. C'est vraiment 4 fuzz en une, le prix à la fuzz est donc vraiment très intéressant. Enfin, comme je pense à une utilisation moderne, exit les piles et les autres circuits avec des tensions à la con, on est vraiment sur un circuit qu'on alimente avec un ovol standard, centre négatif, tout ce qu'il y a de plus habituel, donc ça s'intègre parfaitement dans un pedalboard, le format carré le rend pratique à utiliser, c'est robuste et fiable, notamment grâce aux transistors au silicium, sans pour autant sacrifier le son et le grain. Vous n'aurez pas du tout un son ultra agressif avec cette Tone Bender, alors que si vous écoutez des Tone Bender des années 70 au silicium, ça écorche bien les oreilles pourtant. Donc j'ai choisi volontairement de rester sur le timbre assez moelleux du germanium que on peut retrouver avec du silicium en travaillant bien le circuit. Alors est-ce que le pari est réussi? C'est à vous de me le dire. J'espère en tout cas que vous avez apprécié cette vidéo. Puis n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel est l'artiste qui vous a fait découvrir la Tone Bender, quelle version vous préférez, qu'est-ce qui vous inspire le plus, voire carrément quelle autre fuzz vous aimez en fait, parce que ça m'intéresse toujours de savoir un petit peu ce que les gens jouent et ce qu'ils aiment. En tout cas, je vous dis à la prochaine, passez une bonne journée et bonne musique.